Et bonjour à tous. Aujourd'hui, je reçois Sacha dans le podcast. Je suis très heureux de l'accueillir parce que ça fait un moment que je voulais qu'il vienne. Alors, Sacha, j'aimerais que tu nous dises, est-ce que tu te souviens déjà quand et où on s'est rencontrés? Salut à tous, salut Romain. Alors, il me semble qu'on s'est rencontrés au surf. Pardon, pas au surf, au wakeboard. Si Yes, je dis pas de bêtises, c'est ça. j'étais pas du tout censé être là, mais la vie a fait que je me suis retrouvé ici. Donc on s'est rencontrés et ça s'est plutôt très très bien passé, le cours entre nous. Donc ça C'est fait ça. 4 ans, peut-être même plus. Eh ben, quasi 4 ans et demi, ouais. C'était, je crois, que c'était avril 2021, quelque chose comme ça. Ouais, Avril ou mai 2021. Donc, exact, exactement. ça fait un petit moment. Et puis, ça va être bien cool. On va avoir plein de choses à se dire. On va commencer tout de suite. Sacha, j'aimerais qu'en une minute, attention, hein, une minute maximum, tu te présentes. Ok, du coup j'ai 26 ans, je fais de l'immobilier depuis 2019. J'ai fait un BTS, donc management des unités commerciales, ça me plaisait pas du tout. En parallèle, j'avais monté, je faisais du dropshipping, mais sans, en fait, en possédant. J'achetais des montres, je les revendais et je travaillais pas mal à côté, donc je m'étais constitué un capital de départ intéressant. Et je me disais que faire ça, c'était pas très très pertinent sur le long terme. Donc j'ai commencé à taper comment devenir riche sur Internet comme tout le monde. J'ai regardé pas mal de trucs sur l'immobilier. Ça m'a plu et puis j'ai acheté donc mon premier appartement fin 2019. J'ai passé beaucoup de temps à faire des visites et depuis j'en ai acheté plusieurs. Et là tout récemment, je me suis diversifié en ouvrant une laverie. Bon, bah, c'est cool. On va avoir pas mal de choses à se dire. Mais avant qu'on démarre, j'ai, tu sais, des questions qui sont communes à chaque invité. J'aimerais que Ouais. tu nous dises si déjà tu as eu une ou plusieurs personnes qui t'ont inspiré dans ta vie et si oui, pourquoi? Alors, il y a plusieurs personnes qui m'ont inspiré dans ma vie. Tony Parker, j'étais un grand fan de Ok. basket quand j'étais petit. Euh, je fais plus du tout de basket, mais son côté entrepreneurial m'a beaucoup plu avec dernièrement ses représentations dans Qui veut être mon associé et puis Ok. toutes les entreprises qu'il a pu créer. Donc j'ai vraiment, j'apprécie beaucoup ce que fait Tony Parker et je trouve que c'est quand même quelqu'un, la preuve vivante, il a vécu le rêve américain et voilà, c'est quelqu'un qui m'inspire au quotidien. Ok. T'as lu son bouquin, non? J'ai lu son livre effectivement et puis après j'ai regardé pas mal de vidéos sur lui, j'apprécie. Trop bien. Et derrière, en autre question, est-ce que tu as des valeurs auxquelles tu tiens, des valeurs qu'on t'a transmises ou des valeurs que tu as apprises tout au long de ton parcours? Alors je pense que c'est la valeur travail dans un premier temps. Ma mère, j'ai travaillé pour la première fois en fait avec ma mère qui travaille Mhm. dans un hôtel-restaurant. Donc je travaille depuis que j'ai 16 ans, en parallèle de mes études, je travaille énormément. Après j'ai travaillé dans des bars, dans d'autres restaurants, donc en parallèle de mes cours. Donc c'est vraiment la valeur travail pour moi qui est hyper importante. Et la valeur partage, partager ses connaissances avec les autres. Je trouve ça très important puisque on apprécie toujours que les autres partagent avec nous. Et donc après il faut rendre la monnaie et donc partager ce qu'on sait avec les autres. Mais on en parlera tout à l'heure, ça, notamment du Club Invest. En fait, on va parler de pas mal de choses. On va parler de locatif, on va parler de marchand, de laverie, je pense arbitrage aussi, Ouais. euh, mindset d'Auvergnat. Il y a beaucoup à Complètement. dire sur le sujet. Mais voilà, un petit peu pour essayer de contextualiser la chose. Tu disais que tu as fait des études, donc ton BTS, c'est, Je l'ai rappelle-moi, terminé en 2019. management Ouais, management 2019, des ok. unités commerciales. Ok. Et du coup, on va dire, c'est quoi le déclic que tu as eu? Qu'est-ce qui fait que tu es parti un petit peu dans l'immobilier ou pourquoi tu as tapé déjà sur Internet comment devenir riche, toi? Parce qu'en fait, on faisait des stages en magasin et l'objectif c'était d'être responsable d'un point de vente, en fait, tout simplement. Et quand j'ai vu le salaire qui était proposé pour un responsable de magasin ou un responsable de rayon, j'ai vu que en fait les salaires étaient dérisoires et s'approchaient très souvent des salaires des vendeurs avec les commissions en moins, parce que les managers n'ont pas de commission, ils ont certaines primes, mais qu'en fait, pour des responsabilités qui sont complètement différentes, pour souvent 15 à 20 heures par semaine de plus. Donc je me suis dit que c'était pas très très intéressant pour moi. Et j'ai regardé sur internet l'immobilier. Mon père faisait déjà de l'immobilier depuis quelques Ok. années. Donc j'ai voulu bah, rentrer là-dedans. Je me suis pas mal renseigné sur internet, je me suis pas mal documenté. Et après, j'ai foncé en visite. Trop bien. Et du coup, tu disais ton premier investissement, c'était en 2019. C'était
quoi comme opération? Alors, mon premier investissement en 2019, j'ai visité, je crois, dès le mois de janvier. En gros, Ok, j'ai visité dès le mois de janvier et j'ai acheté vraiment à la fin d'année. Donc, ça m'a pris à peu près, je pense, 4-5 mois à trouver le premier bien. Et j'ai mis, je crois, 6 à 7 mois pour acheter le premier. C'était un studio de 30 mètres carrés, ok, donc avec un balcon plutôt sympa, à 300 mètres de là où j'habite. ok. On peut citer au moins le département? Oui, c'est à Clermont-Ferrand. Ça, clairement, bah, ouais, voilà. Ok, donc un petit studio, et tu te rappelles un petit peu des chiffres, non? Est-ce qu'il y Oui, avait des travaux, etc.? alors il y avait un petit peu de travaux puisque c'était un appartement qui était dédié aux curistes. En général, les appartements de curistes, ils sont toujours très très clean, mais Hmm. voilà, ils sont plutôt vieillots. Donc du coup, je l'ai acheté 51 000. Il y avait du coup quasiment 5 000 de notaires et 5 000 de travaux. Ok, C'était vraiment très très peu en travaux, mais on a tout refait intégralement de A à Z. Et pour l'histoire, le montage financier, en fait, on l'a pas fait financer les travaux, et on les a fait faire financer sur l'acquisition d'un autre bien. donc tu as enchaîné sur une deuxième OP en fait dans la foulée, dans laquelle tu as fait, c'est ça? Exactement, j'ai inclus les travaux. Sur l'autre, j'ai pas du tout fait de travaux, mais j'ai inclus un bouquet de travaux du premier, parce que j'ai signé un compromis, un deuxième compromis 2 mois après le premier. J'avais toujours pas de Ouais. financement. C'était très très compliqué. Donc le premier, bah, malheureusement, il n'a pas pu être financé. Et donc, j'avais pas la trésorerie nécessaire pour faire les travaux. Donc du coup, directement, j'ai fait un financement pour le deuxième. Ok. Et justement, tu parles de financement. Donc, la première OP, c'est bien compris, tu as un petit peu galère pour trouver le financement, ouais. J'en ai pas eu. Ouais. Ah, t'en as pas eu, ouais, du coup? Non, du Ok, tout, donc, du tout, du tout. ah putain. Donc, tout Compromis. autofinancement, ouais, ok. Ouais, donc, ça a été Exactement. belle première OP. Ok. Et du coup, mais t'as quand même sollicité des banques, ouais, ou J'ai sollicité des banques, mais en fait, pour moi, avec l'épargne que j'avais, c'était probable. Mais en fait, vu que je sortais d'école, que j'avais pas de CDI, j'avais que des hmm. CDD, je faisais beaucoup d'extras. Donc c'est des contrats 1 heure, 2 heures, 3 heures. Mais en fait, c'est à la semaine, quoi. Et bon, il y a prescription maintenant, mais je faisais aussi beaucoup de bacs dans des restaurants. Donc du coup, j'avais rien qui stipulait. Et la première banque m'a dit non, non, c'est pas possible. La deuxième non plus, la troisième non plus, la quatrième non plus. Et la cinquième m'a dit mais en fait, vous pouvez en faire tant que vous voulez. On ne prêtera pas à quelqu'un qui a pas de revenus en fait. Donc j'ai dit bon bah ok. Donc, autofinancement, et ça s'est fait du coup en perso, ça s'est fait en société. Ça s'est fait en société, donc au bout Ouais, de 5 banques et forcément plusieurs semaines de recherche de financement, mon père m'a dit de toute façon c'est mort en fait. Tu n'y arriveras pas, c'est pas possible, la banque ne prêtera pas. Il m'avait proposé de m'associer avec lui, donc de créer une entreprise tous les deux. J'ai dit non, non, je vais le faire tout seul. Bon, bah, au bout de 3-4 mois, force est de constater qu'il n'y avait toujours pas de financement, que du coup le notaire et les vendeurs faisaient pression. On a monté une société, donc 1 mois pour monter la société. 1 mois après de vérification de provenance des fonds, donc on était quasiment à 6-7 mois le temps de faire la première acquisition. Donc du coup, on a fait voilà, 50-50 d'apport, et puis ça s'est financé comme ça. ok. Et du coup, société SAS, hein. Tout à fait. Ok. Et tu disais que tu as signé aussi un deuxième compromis, bon, quasi en parallèle, quoi, 2 mois d'intervalle. Exactement. Celui-ci, donc, tu l'as fait financer. Euh, Zéro d'apport. Comment t'as fait du coup? Et ben en fait, on a montré qu'on en avait un premier qui avait été financé, donc on s'en est pas servi de garantie en fait, pas du tout. Mais ils ont Ok, montré que du coup il y avait de la liquidité dans l'entreprise et que surtout il y avait un actif. Donc du coup ils nous ont prêté, ça restait grosso modo dans le même gamme de prix. On était à 60 000 euros, donc voilà, ils nous ont financé sans trop de problèmes. ok, donc pareil, un studio dans le même secteur. Ouais, un studio dans le même secteur, 30 mètres carrés pareil, un peu moins sympa parce qu'il était en rez-de-chaussée. Mais bon, première erreur, mais ça restait quand même le plus rentable. Sur les derniers chiffres, on faisait 27% de rentabilité en LCD, donc Sympa. c'était plutôt pas mal. Et que là, du coup, je revends. Ok. Et du coup, tu disais première erreur, pourquoi? Parce que, en fait, c'est un bien qui est en rez-de-chaussée, donc il y a pas mal d'humidité. Ok. Ce bien, je l'ai jamais vraiment porté dans mon cœur, parce que même si c'était le plus rentable, en fait, c'était esthétiquement, il n'était pas très très joli. On n'a pas forcément fait de travaux. On a fait du upstaging, histoire de louer et d'augmenter la rentabilité. Mais voilà, au bout de 5 ans, il y a des problèmes d'humidité qui apparaissent. La salle de bain, on a dû refaire
un receveur parce que c'est catastrophe. Il s'était servi d'un plan de travail de cuisine en fait pour rehausser le. Enfin, catastrophe. Les bons. Putain. Et donc du coup, sur Stoppé, donc tu disais, ça, t'as tout fait financer, t'as même fait financer du coup les travaux du premier logement. Ouais, exactement. Euh, les 5000 balles, c'est ça, hein, tu disais? Ouais, c'est ça. Euh, travaux que t'as refait intégralement avec ton papa, c'est ça? Ouais, on a fait intégralement et donc on était en pleine période de confinement, normalement, de Covid, puisque c'était fin 2019, début 2020. Ouais. Donc du coup, on a profité pour faire l'appartement. Et donc là, aujourd'hui, ce premier appartement et ce deuxième, on est en train de les revendre. Ok. Et justement, j'allais te demander comment tu as fait pour voilà, faire les travaux en sachant que derrière, tu cumulais des petites missions. Donc là, c'était pendant le confinement, donc pas de job, c'est ça? Enfin, pas de job, en tout cas, tu n'allais pas au boulot. Non, exactement, il n'y avait pas de travail à ce moment-là, donc du coup on en profitait 7-8 heures par jour pour avancer sur ce projet. Mais même les autres fois où il y a eu des chantiers, qu'il y ait un travail à côté ou pas, la valeur travail a toujours été importante. Putain. Mais je t'avoue que ça tombe bien. Peut-être qu'il faudrait un autre confinement là pour refaire d'autres apparts, ce serait bien. C'est vrai, ça ferait gagner du temps, mais je pense que les travaux, je vais y arrêter très rapidement. Écoute, on en parlera. Et du coup, là, donc tu parlais de ces deux premiers logements. On parlera arbitrage juste après, mais qu'est-ce que tu as fait comme autre OP par la suite? Si tu peux donner un petit peu, si tu te souviens, grosso modo, les montants, les localisations aussi. Euh, on parlera aussi du tout dernier que tu as financé et que j'ai visité c'est il y a 15 jours. C'est ça, il y a 15 jours. Et ben juste après, en fait, j'ai continué d'acheter. J'ai vraiment une zone assez précise sur Chamalières, c'est une ville juste à côté de Clermont. Et donc, en Mhm. fait, sur un rayon de 500 mètres, j'en ai acheté plusieurs. Donc, j'en ai acheté pour du locatif. J'ai acheté un T1, pardon, un T2 avec une très très belle vue sur la cathédrale. Il y avait une place de parking, un garage. Donc là, l'appartement, il a été mis en vente. Euh, j'ai appelé le premier. J'ai demandé à visiter vraiment le tout premier. J'ai fait une offre directement au prix, sans condition suspensive. Alors que très clairement, il y avait besoin de faire un financement. Et pour montrer qu'en fait j'étais motivé et que je le voulais, j'ai dit bah voilà, je peux pas passer à côté. Donc là, on a fait faire une partie des travaux. Et en fait, on s'est rendu compte dans la copropriété que c'était pas du tout possible de faire du Airbnb, mais on s'est aussi rendu compte que c'était à la période où les prix étaient très très hauts et qu'il y avait très Ok, peu de T2 sur le marché. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a vendu la place de parking avec l'appartement. ok, On a sorti le garage, c'était un très très grand garage. Donc on a vendu l'appartement, il nous est revenu à 100 000 euros, 105 000 je crois de mémoire. On a vendu l'appartement 137 000 et on a vendu le ok. garage en plus 23 000 euros. Putain, ça fait une belle, ouais, Ça fait quasi une belle 60, marge. autour de 60 de marge, quoi, 55-60, quoi. C'est ça. C'est plutôt une marge intéressante. Après, moi, pareil, j'avais acheté un appartement. Je l'ai acheté 70 000 euros. J'ai fait 10 000 euros de travaux. Je l'ai revendu 150 000 euros. Et juste, donc j'étais quasiment à la limite de la clause de rescission pour lésion. Mhm. Et là, j'ai appris que la personne qui l'avait l'a revendu. Je pensais qu'il ferait jamais de plus-value au prix où je l'avais vendu. Donc 3 ans après, il a refait 30 000 euros de plus-value. Alors que lui, c'était pas du tout son objectif. En fait, il était venu simplement pour acheter sa résidence principale. Et là, il a été muté. Mais il a quand même fait 30 000 euros parce qu'il a pris la même agence que moi j'avais pris. Vu que c'est une Ok, amie, elle m'a partagé les chiffres. trop bien. Et du coup, Voilà, donc première OP locatif, deuxième OP locatif, troisième et quatrième, ça devait être à la base des locatifs qui sont finalement trouvés des achats-reventes. exactement. Et Ouais. après, pareil, j'ai continué à faire du locatif. J'ai fait une association, donc j'en ai acheté plusieurs, je peux être aujourd'hui un peu plus de 10. J'en ai revendu Mhm. certains. Et j'ai fait une association avec deux personnes. On a acheté un local commercial qui était loué. Donc il y avait un peu plus de 1600 euros qui rentraient en charge. On a acheté ça à 90 000, on était trois. Euh, Ensuite, on a acheté un studio pour le revendre. Sauf que entre temps, on avait visité d'autres projets, on s'était engagé sur d'autres opérations avec des offres au prix sur deux apparts dans une résidence que Ok. tu connais très bien, Clermont. Sauf Où qu'au final, j'habitais. exactement où tu habitais, sauf qu'au final, 2 mois ont passé, le compromis a traîné et mes associés n'ont pas voulu s'engager au final sur ce projet. Moi, étant donné que c'était moi l'interlocuteur que l'agent immobilier avait vu,
que je lui avais dit c'est sûr on le prend. Ça m'a un petit peu déçu, je me suis dit qu'on n'allait pas faire ça à chaque fois. Donc j'ai préféré sortir de l'association, il y avait d'autres problématiques. Donc je suis sorti de l'association, j'ai revendu mes parts et ils ont revendu le projet avec une petite plus-value. L'appartement était en cours de travaux, on l'avait pas terminé et du coup là, ils ont fait quand même une petite plus-value là-dessus. Ok, sympa. Donc, une petite dizaine d'OP et justement, la partie recherche, tu vas nous en parler. Euh, Comment tu fais pour trouver tes biens? Euh, Sauf, enfin voilà, comment tu fais pour trouver tes biens en dehors du fait que tu passes 10 heures par jour? Non, je déconne, mais sur le bon Pas coin. loin, hein. Pas loin, non, non, je vais beaucoup, beaucoup sur le bon coin. J'essaie de rencontrer beaucoup de personnes. Je pose beaucoup de questions. J'appelle beaucoup d'agents immobiliers que je connais Hmm. pour savoir si ils ont tel appartement à vendre ou pas. Quand je trouve des appartements sur le bon coin, je leur pose quand même la question de savoir si c'est vraiment intéressant ou autre. Et je cherche en fait, vu que je suis focalisé sur un rayon, on va dire, de 2-3 km, maintenant j'ai un peu élargi le rayon, j'arrive à repérer en fait directement la façade de l'immeuble si c'est en photo, etc. Donc ça me permet d'aller super vite. Et j'hésite pas à passer le soir après 19h devant le bien, ou dès que je vois l'annonce, si c'est 21h, 22h, je vais voir pour être sûr que c'est à cet endroit-là. J'appelle dès le lendemain et quand j'arrive pas à avoir l'agent immobilier, j'hésite pas à passer par d'autres personnes pour avoir l'agent immobilier, pour être sûr de pouvoir le visiter, être premier ou deuxième, mais en général j'essaie d'être premier. Et voilà, C'est je cherche à c'est fond. ce qui, c'est ce qui fait la diff. Ouais, je me souviens, je sais plus, on était ensemble une fois où tu négociais. Bah, c'était au road trip moto où Ouais, tu négociais pour visiter, je crois, un dimanche matin ouais, c'est ça. et Quand on et rentrait, où, ouais, c'est ça, et où même il y avait une autre visite, je crois, ou je sais pas, c'était peut-être le même. T'avais envoyé quelqu'un en visite. Je sais plus si c'était ton père ouais, ou un ami. bah, j'essaie quand je peux vraiment pas, j'essaie d'envoyer des gens en visio, des photos, et après je peux donner mon accord. Entre guillemets, ça m'est déjà arrivé de ne pas visiter des biens et de dire oui. Même j'ai fait une visite récemment, là, le 24 décembre dernier. 24 décembre, donc la tête complètement ailleurs, mais du coup, je vois une opération, j'appelle direct. Par chance, je connaissais l'agent immobilier, donc il a pu me faire visiter le premier. Il y avait une deuxième personne qui attendait. Moi, j'ai fait une offre directe. Je lui ai dit, je te fais une offre à ce prix. Les gens ont essayé de négocier de 3000 et 5000 euros. Forcément, ils n'ont pas eu le bien. Bon, au final, j'ai signé un compromis. J'avais revendu le projet. Malheureusement, le locataire a pu faire valoir sa clause de préférence sur l'ensemble de l'immeuble. Et donc, du coup, il a pu acheter alors qu'il n'était pas du tout intéressé de base. Mais voilà, j'essaie de visiter, d'être vraiment le tout premier. C'est ce que j'allais dire. En fait, déjà, de une, tu es expert de ton secteur. En fait, tu le connais par cœur, tu le ponces, tu le reponces. Et puis de deux, on va dire, enfin, tu forces. Oui, tu forces un petit peu entre guillemets pour essayer d'être le premier à visiter et derrière d'être le premier à faire une offre. Euh, mais du coup, à chaque fois, tu fais des offres qui sont au prix ou est-ce que ça t'arrive d'être le premier de visiter, mais de faire quand même des offres de bâtard, Ça va dépendre, si je mais peux. il y a des fois où en fait ça sert à rien de négocier 1000, 2000, 3000 euros, 10 000 euros. Il faut faire une offre au prix, ça vaut tellement le coup qu'il ne faut Mhm. pas perdre de temps. Et il y a des fois, bah, je peux être le premier à visiter, mais je sais qu'il y a quelque chose que j'avais pas vu et du coup il y a une problématique. Les autres, ça va forcément les faire tiquer. Donc là, bah, je fais une offre, ça passe tant mieux, ça passe pas tant pis. Mais il faut savoir une chose, c'est que quand les agents immobiliers ils ont beaucoup, beaucoup d'appels et beaucoup de visites, s'ils proposent la première visite à 9h30 ou 10h, c'est derrière, c'est pas vrai du tout. Il y a forcément une autre visite beaucoup plus tôt. Donc faut pas hésiter à aller plus tôt, hein, une demi-heure plus tôt, une heure plus tôt. Ça m'est arrivé il y a pas très très longtemps. Elle me propose 9h, j'y vais à 8h30 et ben, elle faisait visite à la personne l'a prise avant moi quoi. Ouais, Et j'avais putain. l'offre dans les mains, j'étais en train de la rédiger sur la selle de ma moto. Et quand je suis arrivé, je lui ai donné direct. Mais elle m'a dit que la personne d'avant a fait une offre et donc elle préférait passer par lui. Putain. Mais voilà un petit peu le secret, quoi. C'est passer pas mal de temps sur le bon coin, relancer aussi le réseau. Je crois que c'est toi aussi qui, à une époque, tu m'avais fait passer un modèle de mail. Tu relançais, c'était Tous les 15 peut-être pas tous les, jours, ouais, c'était tous les 15 jours, ouais. Tu relançais tous les les agents lundis, ouais. IMO en disant, c'est ça, ouais. Et qu'est-ce que tu mettais dans ce mail
pour citer un petit peu Je le... faisais un petit rappel en fait de ce que je recherchais et en fait avec toutes les caractéristiques et ça permettait d'avoir une petite piqûre de rappel parce que forcément en général c'est le dernier qui boit le café avec l'agent immobilier qui peut avoir l'opération qu'on lui présente. Donc là je faisais une petite piqûre de rappel et puis ça faisait pas de mal. Donc, des fois on répondait à mes mails, des fois on répondait pas et puis quand on me rappelait ça pouvait être intéressant ou pas du tout mais ça permettait de rester on va dire dans la tête des agents immobiliers. Ok. Et en parlant d'expertise de ton secteur, donc déjà, bon, tu connais un peu tous les lieux. Derrière, qu'est-ce que tu vas rechercher dans un projet, que ce soit du locatif ou du marchand, et surtout, comment tu arrives à identifier déjà en photo, voilà, on va dire les avantages ou les inconvénients d'un appartement. Alors, qu'est-ce que je recherche dans un projet? Je recherche la liquidité. Que Ouais, ça soit un produit qui attire le plus grand nombre de personnes. C'est comme dans une LCD quand on fait une décoration. Si on fait vraiment une décoration très tranchée, on va forcément se passer de certaines personnes. Et l'idée, c'est que ça puisse convaincre au moins 51% des personnes, la majorité des gens, pour que le projet puisse être soit facilement louable, soit facilement revendable. Et après, qu'est-ce que je vais regarder? Moi, je pense que acheter un appartement avec un balcon aujourd'hui, c'est primordial. ok, Je le vois, la valorisation des logements dans mon parc qui n'ont pas de balcon, bah, il n'y en a qu'un seul pour le coup. Euh, Aujourd'hui, ils se valorisent beaucoup moins. Il n'y a pas d'extérieur, donc c'est un petit peu plus contraignant. Alors certes, c'est forcément plus cher à l'achat, mais je pense qu'au niveau de la liquidité et de la revente, c'est beaucoup plus rapide. Aujourd'hui, j'en ai un avec un balcon très bien placé et l'autre très bien placé aussi, mais sans balcon. Il y en a un qui s'est vendu direct et j'ai eu 3 offres au prix. L'autre, ok. et l'autre, je galère. Voilà. Donc je pense que ça c'est hyper important et la luminosité également. Et après, ça va dépendre vraiment de l'emplacement géographique, quoi. Ok. Et là, on va parler arbitrage, mais juste avant, parler de ta dernière OP, que moi je trouve vraiment sympa. Est-ce que tu peux nous donner, alors après, je sais pas si tu veux donner le lieu exact, mais en tout cas, Si, si. expliquer où c'est, ce que tu as fait financer, etc. Comment tu as... Et ben donc du coup c'est un appartement à la montagne, à Superbès pour ceux qui connaissent, c'est une station de sport d'hiver à 45 minutes de Clermont. Euh, Moi j'y vais depuis que je suis tout petit, j'adore le ski donc j'y vais plusieurs fois par an. Et il se trouve que ma tante a acheté un appartement, en fait elle avait une maison à Clermont, elle l'a revendue, elle a fait une plus-value et elle a utilisé cette plus-value pour faire une SCI avec ses 2 enfants, pour léguer en fait. Donc elle a fait une SCI, elle a acheté cet appartement. Donc un appartement dans une station avec une piscine mais des charges pas très très élevées, donc plutôt sympa. Il faut savoir que dans cette station on est sur des budgets de moins de 100 000 euros pour des T1, T2, donc ça reste assez abordable. Et bon, elle s'en occupait pas trop en fait, elle l'avait juste acheté pour en faire profiter ses petits enfants. Et malheureusement elle est tombée malade et du coup elle pouvait plus s'en occuper, elle avait plus forcément l'envie. Et elle essayait quand même avant de le louer histoire de payer ses charges, donc faire quelques locations. Moi, je lui ai dit, écoute, ce qu'on peut faire, c'est que je m'occupe de la location Ouais, et je te donne une rétribution. Donc, on était parti sur 70-30, 70 pour nous et 30 pour elle, en sachant qu'elle ok, s'occupait vraiment de rien, on s'occupait de tout. Donc, on a fait ça pendant un an. Donc, ça nous a permis un peu de voir la rentabilité sur un appartement, sachant qu'elle n'était pas forcément au pied des pistes. Et bon, elle est décédée malheureusement. Elle avait revendu son appartement à son fils. Et du coup, je me suis dit avec mon père, c'est un petit peu sentimental. Il faut qu'on achète absolument là-bas. Il y a une tour qui fait 20 étages. Et moi, j'adore les vues en fait. Clairement, je trouve que c'est super intéressant d'avoir des appartements avec des vues. Et là, pour le coup, on a trouvé un appartement au 18e étage. C'était une dame qui avait acheté sur plan, donc elle avait 94 ans. Elle en avait deux côte à côte. Donc j'ai appelé direct parce que je sais que dans le secteur aussi c'est très liquide, surtout dans cette tour, parce que faut savoir qu'il y a des secteurs et des immeubles sur lesquels il y a forcément beaucoup de liquidité. C'est des immeubles très prisés. Là, c'est le seul immeuble avec ski au pied. Donc du coup, on a acheté 65 000 euros. J'ai pas négocié. L'autre était à 70, il faisait 1 m² de plus. On a acheté 65, on a mis, de base, on avait 5 000 de travaux. On en a mis 10
fait 22 mètres carrés, donc on a pris un architecte pour qu'il puisse faire quelque chose avec pas mal de rangements. Donc du coup, on a mis 10 000 euros de travaux et il y avait, on a eu, je crois, 3 000 euros de frais de notaire puisqu'on a utilisé les frais de notaire réduits. L'objectif, c'est pas de le conserver trop longtemps, c'est de le revendre avant 5 ans. Ok. Donc du coup, voilà, c'est un projet qui nous revient à 65 plus 10, ça fait 75, un peu moins de 80 000. Et c'est un produit qui se revend 85, 90. Donc, voilà. Et puis l'avantage, c'est que je vais pouvoir le louer et aussi en profiter, comme c'était le cas il y a 3 semaines ensemble. Ça mêle à la fois plaisir et investissement, puisqu'il y a une plus-value latente et que j'espère tirer de bons revenus de ce produit. Ok. Et du coup, comment tu fais financer un projet comme ça? Projet, en fait, on va dire, où là, c'est vraiment entre guillemets saisonnier. Voilà, t'as l'hiver, t'as l'été. Au milieu, t'as les périodes creuses. Comment tu argumentes ça auprès de ton banquier pour faire Alors, financer on a trouvé un super bon banquier, grâce à mes 2 associés en fait avec qui j'étais. Donc, hmm. à une petite ville qui a à peu près 80 km de Clermont, Ok. qui n'a pas l'habitude de faire financer à des jeunes et en plus de l'immobilier, qui fait plutôt financer des machines agricoles et des commerces. Et lui, il nous a financé un premier projet, un deuxième projet, et il nous a dit, à chaque fois, il nous disait, oh les gars, il y a de la marge, hein, il y a de la marge. Et du coup, moi, j'ai eu besoin de faire financer un projet donc, avec mon père. J'ai été le voir, donc il a financé ce projet. On a mis, je crois, 5% d'apport. Ok. J'ai été voir Sympa. le banquier perso, j'avais un autre projet à faire financer, qui travaille très bien ensemble, donc je connais la directrice de la banque, du coup, le banquier pro et le banquier part. Le banquier part, super sympa. Pareil, on a mis, je crois, 5% d'apport avec ma femme. Donc du coup, on a fait financer 200 000 euros avec seulement 10 000 euros. Et donc là, je lui ai reparlé de ce nouveau projet, Superbes. Et voilà, on a réussi à se faire financer parce qu'avec l'expérience de la LCD, il a vu que c'était un produit qui était intéressant, que ça tournait bien en LCD. Et il savait qu'à Superbest, c'était un marché liquide et que voilà, c'était intéressant. Donc il a pu nous suivre sur ce projet. Ok. Bah écoute, trop bien. Et tu vois, moi j'ai déjà eu le cas alors dans un établissement où quand tu signais comme ça un compromis avec des frais de notaire réduits, on finançait pas en locatif. On disait c'est du marchand, donc c'est soit vous faites un avenant à votre compromis en signant des frais de notaire classiques et derrière on finance sur 10, 15, 20 ans, soit ça reste en marchand et à ce moment-là on finance en marchand. Toi, comment ça n'a pas posé problématique dans le fait Et, qu'il y ait les là, frais de non. notaire réduits? Non, parce qu'en Non? fait, au compromis, on a mis que c'était des frais de notaire standards. Ah ouais? Oui. Et en fait, c'est que une fois que le dossier de prêt et l'offre de prêt avait été édité, Mhm. euh, que j'ai dit à la signature du coup de l'acte authentique, j'ai dit on va mettre des frais de notaire réduits. Donc en fait, lui, il s'en est même pas aperçu. Trop bien. Et ça, je l'ai fait 2 fois du coup, et je pense que je le réitérerai, puisque ça permet sur des biens qu'on sait d'avance qu'on va pas forcément conserver, voilà, d'avoir un prix un peu plus intéressant, un peu plus attractif. Donc ouais, l'idée c'est compromis classique et au dernier moment, tu demandes Exactement. au notaire de passer. Alors c'est quoi? Ça se fait sous forme d'avenant ou tu peux le faire vraiment le jour de la signature? C'est une très bonne question, je sais plus du tout comment je l'ai fait. Peut-être que j'ai fait Hmm. un avenant, mais je suis même pas sûr d'avoir fait un avenant en fait. Je l'ai tout Ok, simplement dit à ma notaire et elle a pu les appliquer de la sorte. ok, trop bien. Et là maintenant, on va parler un petit peu arbitrage. Arbitrage et aussi la stratégie que toi tu as adoptée sur tes financements, notamment les durées. Parce que du coup, je trouve que les durées que tu as adoptées pour certains projets sont cohérentes avec euh, on va dire, ta stratégie actuelle qui est de revendre certains lots. Donc déjà, pourquoi tu arbitres, pourquoi tu revends certains lots dans ton parc IMO? Et en fait, il faut savoir que du coup, le premier appartement qu'on a acheté, donc on a fait financer en fonds propres. Et du coup, forcément, les liquidités ne sont pas illimitées. Donc après, on a souvent réinjecté à 99% nos bénéfices. Donc chaque fois qu'on gagnait 1 euro, on mettait 99 centimes dans la boîte. Et ce premier projet aujourd'hui, il a été très valorisé. Moi, j'avais un estimatif de location quand je l'ai acheté à 350 euros par mois. Aujourd'hui, j'ai mis une annonce à 570, charges Ah comprises. ouais,
Et c'est un projet qui était loué, j'ai eu plusieurs demandes. Et du coup, je me suis dit un petit peu sur un coup de tête, je vais le mettre en vente à ce prix-là. Je l'ai mis en vente, j'ai eu 3 offres au prix. Donc du coup, j'ai dit OK. Grosso modo, on l'a acheté 51, 56, ça faisait 61 000. Aujourd'hui, j'ai des offres à 84 000. Donc, Sympa. du coup, il n'y avait pas forcément d'intérêt à le garder. Euh, donc autant récupérer de la trésorerie. Et sur le deuxième, qu'on vend également, on avait un crédit sur 10 ans. On avait un différé de 3 ans, je crois, 2 ans de mémoire qu'on a utilisé. Donc il ne doit plus nous rester grand-chose. On avait un crédit de 65 000 et là, il doit nous rester 42 000. Et c'est un produit qu'on a signé une première fois à 79 000. La personne s'est rétractée le 10e jour du compromis. Donc, du coup, là, il faut faire les travaux puisque c'est un appartement en G. Et l'idée, c'est de le vendre aux alentours de 70 000. Ce serait pas mal. Donc, Ok. forcément, récupérer de la liquidité pour la réinjecter sur autre chose. J'ai des crédits qui sont très courts, là, notamment 10 ans, et d'autres crédits qui sont sur 15 ans. Et l'idée, voilà, c'est de récupérer de la trésorerie pour faire d'autres opérations, puisque du coup, à force de réinjecter, là, sur le dernier projet, on a doublé le montant de travaux. Donc forcément, ça met beaucoup, beaucoup de temps à être récupéré ensuite. L'idée, c'est de récupérer de la trésorerie pour faire d'autres projets, potentiellement un à l'étranger, là, sur l'année 2026, parce que ça devait être 2025, mais tout ne s'est pas passé comme prévu. Donc l'idée, voilà, c'est de réallouer cet argent qui va rentrer. Ok, donc ouais, ce que tu dis, en fait, ta stratégie, c'est faire des durées, enfin, où habituellement, on va dire en locatif, faut faire sur 20 ans. Alors, certains même sur 25. Après, moi, je trouve pas ça hyper cohérent, mais déjà, on dit souvent de faire ça sur 20 ans pour au moins être à l'équilibre, voire même en cash flow positif. Toi, tu adoptes une stratégie différente en disant, je fais sur 10 ou sur 15 ans. Comme ça, moi, déjà, j'amortis plus de capital chaque mois. Ce qui fait que derrière, si tu revends sous 2, 3 ou 4 ans, euh, qui est en fait ta stratégie actuelle, bah, tu récupères, enfin déjà, tu amortis plus de capital, donc tu récupères plus de cash. Exactement. Alors au début, c'était pas forcément ma stratégie, Mhm. mais du coup, c'était plutôt la stratégie de mon père, dire OK, on va faire sur 10 ans. Je lui ai dit non, non, c'est bon, on fera pas sur 10 ans, on fera sur 20 ans. Et du coup, on a dit OK, on va faire sur 15 ans, on coupe la poire en deux. Donc, je trouve qu'au final, c'est pas forcément une mauvaise stratégie de faire sur 15 ans. Il y a beaucoup de toute façon de prêts pro qui se font que sur 15 ans. Alors après, on peut, avec différents contrats de prêt, moduler et passer sur 16 ou 17 ou 18 ans. Nous, on est resté sur 15 ans pour la plupart, sauf un dernièrement, là où on est passé sur 17 ans et demi, je crois, de mémoire. Euh, donc, euh, donc voilà, c'était une stratégie que j'ai pas forcément adoptée dès le début, mais au final, je suis satisfait parce que je me rends compte qu'il y a eu pas mal de capital amorti sur les biens. Et c'est ce qui permet d'avoir de la liquidité. Et si on a besoin de revendre pour faire autre chose, on ne se retrouve pas avec un capital restant du colossal au bout de 2 ans, comme c'est le cas sur 25 ans, je trouve. Ok. Et, euh, et du coup, ouais, la stratégie aussi, on va dire, locative que t'as appliquée, c'est beaucoup de, alors peut-être pas que, mais beaucoup de location courte durée. Euh, je pense que c'est lié au fait déjà que, vu que tu es sur une durée plus courte, tu as des échéances qui soient plus élevées, donc il y a peut-être déjà ça. Et est-ce qu'il y a aussi le fait que en LCD, enfin moi je le vois comme ça, mais est-ce que toi tu le vois comme ça? T'es pas engagé en fait avec un locataire en nu ou en meublé, tu vois, sur 1 an ou sur 3 ans, et que derrière, bah voilà, si tu entre guillemets tu prends un coup de tête en disant bah je vends ce logement, au moins j'ai juste à fermer mon calendrier Airbnb et basta, tu vois, pas de prise de Ouais, tête. c'est exactement ça. C'est que du coup, c'est beaucoup plus facile. La LCD, ça me permettait d'avoir des revenus. Il faut savoir que Chamalières, c'est une ville qui est juste à côté d'une ville thermale. Mes appartements sont du coup à 400 mètres des thermes. Donc forcément, c'était intéressant. Quand bien même on n'a pas fait beaucoup de curistes au vu des prix pratiqués, on faisait deux curistes par an, par appartement. Donc c'est pas énorme. Mais voilà, l'idée c'était aussi d'avoir cette flexibilité, cette rentabilité, mais aussi cette flexibilité de se dire si je veux le revendre, on peut le revendre, tu vois. Ok, trop bien. Et maintenant, on va parler, bon alors rapidement, je pense, on va dire la partie marchand. Tu en as déjà parlé un petit peu. Alors, tu as fait des OP où c'était pas forcément prévu que ce soit du, entre guillemets, du marchand. Tu as fait des achats-reventes, tout s'est fait en société. Est-ce que tu as pour but,
de développer cette partie-là, cette partie marchand, cette partie achat-revente? C'est aussi une des raisons pour laquelle je revends certains Mhm. biens, c'est pour accentuer sur cette partie-là. Euh, depuis 2019, je connaissais pas grand monde dans mon secteur. Au fur et à mesure, j'ai rencontré pas mal de personnes. Et aujourd'hui, j'ai fait la connaissance de plusieurs personnes qui font du marchand de biens, soit depuis des années, soit depuis très peu de temps. Et donc aujourd'hui, j'ai cette envie de développer plutôt cette partie-là. J'ai la connaissance des travaux, du bâtiment, de la localisation. Et je trouvais ça dommage de rester sur de la location. Donc du coup, c'est pour ça que j'ai eu envie de développer ça. Là, j'avais un projet récemment, comme je l'évoquais tout à l'heure, finalement, c'est le locataire qui a fait valoir son droit de préférence sur l'ensemble de l'immeuble. Mais sinon, voilà, j'ai ce projet-là. Je travaille avec un marchand de biens aussi qui fait pas mal d'opérations sur lequel on échange très régulièrement, notamment aussi avec des membres du club qui font pas mal d'opérations. Du coup, Mhm. ça permet, même entre certains membres du club, certains qui font pas d'opérations, qui font des visites, et d'autres qui les font alors qu'ils ont visité la même chose. En fait, ils avaient juste pas du tout la même vision. Et donc, il y en a un qui se retrouve sur le papier avec zéro de marge, et l'autre qui, au final, sort une marge sur. C'est le cas là en ce moment. Euh, j'ai une personne qui m'a dit est-ce que tu. Qui m'a demandé des prix. En fait, au mètre carré, je lui ai sorti des prix. Il m'a dit ok, je sortirai rien d'intéressant dans ce secteur-là. Et j'ai du coup deux autres membres du club qui, eux, ont visité et qui, là, ont 4 appartements sur 5 sous compromis. Donc, c'est bien qu'ils ont trouvé une marge et c'est bien qu'ils ont trouvé la façon de faire la marge sur ce projet-là. Donc, c'est toujours intéressant. Il y a les spécialistes et il y a les généralistes, comme on dit. Et eux, peut-être qu'ils étaient un peu plus spécialistes que la personne qui était là avant. Donc, c'est pour ça c'est hyper intéressant de discuter. Et forcément, je suis bien entouré. Donc, c'est pour ça que je veux développer ça. Ok, trop bien. Et tu sais un petit peu quel type d'OP tu veux faire ou pas du tout? Qu'est-ce qui potentiellement t'intéresserait? Je suis assez opportuniste, donc en fait, peu importe, c'est plutôt ce que je vais trouver sur le bon coin plutôt que ce que je vais chercher. Je cherche dans une zone où c'est pas forcément des terrains, puisque c'est une zone assez urbaine, mais je cherche un petit peu de tout. Je cherche maintenant un peu plus 10 km autour de Clermont, donc j'ai un Ok, champ un peu plus large, mais sinon je regarde de tout, tout ce qui peut se trouver être intéressant. Donc pour filtrer, c'est assez compliqué, il faut forcément faire beaucoup plus de visites, mais ça, c'est pas du tout un problème. ok. Bon, bah, hâte de suivre, euh, de suivre la partie marchande. Et maintenant, on va parler laverie, ton dernier projet. Du coup, est-ce que tu peux nous expliquer déjà pourquoi avoir lancé une laverie? Euh, Comment ça t'est venu en tête? Parce que c'est pas un business, enfin, c'est un business qui vient de plus en plus courant, mais quand on part sur la partie, on va dire, locative, c'est pas la chose à laquelle on pense en premier. Non, du tout. En fait, j'avais repéré un local commercial. Je m'intéressais pas du tout au local commercial, ça me faisait assez peur, entre guillemets. Et je pense que j'avais aussi cette peur parce que mon père était pas très fan de ça. Et je me suis renseigné, j'ai acheté un premier local commercial avec mes deux autres associés, ça se passait très bien. J'ai vu que j'étais très rarement appelé et sollicité. Donc après, j'ai commencé à me renseigner. Et puis j'avais fait la rencontre aussi d'Eric, qui avait pas mal de bâtiments commerciaux. Et j'ai rencontré également quelqu'un sur Clermont qui avait pas mal de logos commerciaux, pour qui ça fonctionnait très bien. Donc je me suis un petit peu formé sur le sujet. Et j'ai vu un local commercial à un prix complètement exorbitant, mais dans une rue qui était très intéressante. Je l'ai vu une première fois. On n'a pas fait d'offre, c'était beaucoup trop élevé. Un an après, je l'ai toujours revu. Et je me suis dit, là, Ok. ça serait très intéressant d'acheter ce local. Je savais pas forcément quoi faire au début dedans. Et on a eu une très bonne négo parce que la personne, mon associé, j'ai fait son association avec une personne, connaissait en fait le propriétaire. Il Ok. s'avère qu'il y a pas mal de problèmes financiers. Donc, du coup, il a vraiment baissé. Je crois qu'on est passé de 80 000 à 50 000 Ah en oui. un an. Bon, après, on peut toujours mettre une Twingo à 80 000 euros sur le bon coin, hein. Là, on s'approchait vraiment de de la réalité du prix. C'était plutôt un produit qui valait 65 000. Et là, 50 000, on a fait une belle opération. Et donc, on a décidé de partir sur une laverie. J'ai regardé pas mal de vidéos. On s'est pas mal documenté. On a fait le tour de toutes les laveries de Clermont.
On s'est rendu compte qu'il y avait un marché qui était assez pourri, mais qu'il y avait une personne en fait qui en avait pas mal, des propres, des très récentes. Et en fait, quand on a fini notre étude de marché, qu'on a contacté le concessionnaire, on s'est aperçu que le concessionnaire des machines à laver était la personne qui avait les laveries. Et en fait, nous, on s'est implanté à 300 mètres de deux de ces laveries. Donc il y en avait une en haut, une en bas, et nous, on s'est mis au milieu. Pas dans la même Énorme. rue, mais on s'est mis au milieu quand même. Et donc on lui a dit, on a un local pas du tout dans cette zone, sauf qu'après, il fallait forcément qu'il vienne le voir, ce local. Donc du coup, on s'est lancé dans l'aventure. Là, ça fait un peu plus de 15 jours que c'est ouvert. Hier, on a fait notre Ouais. plus grosse journée en termes de chiffre d'affaires. Et on va voir comment ça se déroule. Moi, je voulais absolument être propriétaire des murs pour en fait mêler l'immobilier et aussi la partie business pour qu'entre guillemets, ce soit le business en fait qui paye les murs. Moi, c'est ça davantage qui m'intéressait pour mettre Ok. la main à la pâte en fait sur du local commercial en étant sûr d'être payé. Donc voilà. Et maintenant, on cherche d'autres locaux. Ok, donc là, financement des locaux, donc tu disais 50 000, ça c'est via une SCI, je suppose, c'est ça? Oui, exactement. Ok. Et derrière, donc ça c'est côté IMO et côté pro, donc une SAS avec ton associé pour faire financer. Donc qu'est-ce que tu as fait financer? Tu as fait financer les machines, c'est ça? Les machines et les travaux dans le local. Ouais. Il n'y Ok. avait pas, il y Ça. avait pas de travaux, mais on a fait 17 000. Et en fait, c'est là où j'ai fait une petite erreur de mon côté. En fait, c'était en hors taxe. Et jusqu'à Ok. présent, moi, je me faisais toujours financer des prêts travaux en fait en TTC. Et là, c'est en hors taxe. Donc, pour éviter de mettre de l'apport, on a sollicité une rallonge de crédit pour couvrir le TTC. Ça évite de mettre de l'apport. Ça a été aussi long de faire les 5 000 euros de plus. Il faut un mois que 80 000 euros de machines et de travaux. Putain. Donc au total, 80 000, c'est ça, plus 5 000 de... Donc 85 000? C'est ça, exactement. Ok. Donc 85 côté société d'exploitation et 50 côté IMO. Et du coup, donc côté, on va dire, point mort, moi je parle plus côté business là, il faut que tu fasses un CA journalier ou mensuel qui soit de combien pour être à l'équilibre? C'est un peu moins de 100 euros. Mhm. Un petit peu moins de 100 euros. Alors, quand on a commencé à faire les études de marché, on s'est dit qu'on allait partir sur 30 000 euros à l'année de chiffre d'affaires. On était très pessimiste, on préférait être pessimiste. Et donc, du coup, on a rencontré le concessionnaire qui nous a du coup présenté les machines dans ses laveries, qui nous a du coup présenté les chiffres de l'ensemble de ses laveries. Donc, au début, il en avait 4. Aujourd'hui, il en a 7, un an après Ok. le projet. Et il nous a montré les chiffres. On a été surpris. On n'était pas du tout sur 30 000 euros de chiffre d'affaires. Il y en a une qui l'avait ouvert il y a 5 ans. Donc au bout de 5 ans, le crédit est fini puisque c'était crédit sur 5 à 7 ans. Et il faisait 75 000 euros de chiffre d'affaires. Putain, énorme. Donc on a trouvé ça énorme. Et la deuxième qui venait de. Enfin la deuxième, celle qui est juste à côté de la première et de la nôtre, faisait 45 000 euros de chiffre d'affaires au bout d'un an. Sachant que le chiffre d'affaires croît jusqu'à la cinquième année à peu près. Donc on s'est dit qu'on était plutôt dans un bon secteur avec un chiffre d'affaires qui était au-delà de nos espérances parce qu'on ne pensait pas du tout faire plus. On pensait que voilà, 30 000 euros ce serait pas mal. Donc aujourd'hui l'objectif c'est voilà, de faire davantage. Et lui là, mon associé fait notre laverie avec un autre associé. Et il l'a Ok. revu la semaine dernière et il faisait 300 euros de chiffre d'affaires sur une laverie à 15 heures. Quoi. Ah ouais, Donc, putain, énorme. c'est des chiffres qu'on a vus sur sa tablette, etc. Donc on a dit c'est intéressant, sachant que lui il n'a pas forcément il n'a pas forcément optimisé ses locaux. Il fait vraiment que de la laverie. Nous, on a mis en place des lockers, distributeurs de boissons, pour augmenter un petit peu le chiffre d'affaires de la boutique en fait. Donc, on espère avoir un peu plus de passages. On est en plein en face d'un arrêt de bus, donc ça peut être pas mal. Trop bien. Et qu'est-ce que tu fais justement dans le lancement d'un business là, qui est la laverie pour essayer de faire connaître un petit peu euh, les lieux, voilà, faire que tu aies plus de passages. Et ben en fait, c'est un petit peu compliqué parce que pourquoi est-ce que le local se vendait pas? En fait, il est dans une rue. Très clairement, ils ont entamé des travaux depuis maintenant 3 ou 5 ans. Et Hmm. cette rue-là est fermée. Et il y a des énormes travaux depuis plusieurs années.
Et donc lui, quand il voulait vendre, eh ben, il n'y avait pas de passage dans cette rue puisque c'était des tranchées. Et nous, on est retourné un an après, c'est toujours des tranchées, mais on s'est dit, le temps que ça se termine et par rapport au calendrier de fin de travaux de la ville, on sera pas mal. Donc on a mis une bâche avec écrit ouverture de l'abri pendant qu'on faisait les travaux. Ok. Donc ça générait pas mal de questions. Il y a des gens qui sont rentrés même pendant qu'on faisait les travaux, des curieux, pour voir ce qui se passait. Et là, on a programmé une campagne de SMS. Là, il y a un SMS qui va partir jeudi. C'est le groupe La Poste qui fait ça, La Poste Solutions Business. Ok. Et il y a 800 personnes qui vont être contactées par SMS. Donc ça nous coûte à peu près 220 euros TTC. TTC. On a commandé des flyers sur Vistaprint. Ouais. Et 2000. Et pareil, ça sera distribué la semaine prochaine ou la semaine d'après. La semaine du 14. La semaine du 14. Ok. Donc, du coup, pareil, ça c'est dans les boîtes aux lettres. Au début, on voulait le faire nous-mêmes, mais trop compliqué de rentrer dans des immeubles. Une perte de temps, pareil. Du coup, on s'est dit qu'on allait le déléguer et la Poste, je suis tombé là-dessus. Et la Poste fait ça. Donc, du coup, on a lancé ça. On fait un lavage offert ce week-end pour essayer de dynamiser et que les personnes puissent venir voir le local, la laverie. Ok, trop bien. Et puis l'envoi SMS, alors j'ai vu ça quand on t'a partagé sur Insta, mais moi je connaissais pas du tout. Ils t'ont expliqué un petit peu comment ils ciblent ou comment l'envoi Alors, est fait? en fait, au début, la Poste, du coup, j'ai commencé par les flyers. Et en fait, ils m'ont dit que ça arriverait la semaine du 20. Sauf que quand j'ai entamé les démarches, c'était la semaine dernière. Donc je me suis dit, c'est dans 20 jours. C'est un petit peu contraignant. Et la dame m'a dit, il faut envoyer les flyers, puis 15 jours après, faire une campagne SMS pour une piqûre de rappel. Ok. Du coup, on a délimité une zone sur Clermont, par tournée de facteurs. Donc en fait, c'est une zone qu'on cible ensemble. Elle m'a fait plusieurs propositions pour les flyers. Et j'ai choisi la proposition qui collait le plus, même si au final, elle s'étend un peu plus que ce que je voudrais, Ok. puisqu'en fait, elle s'étend sur les zones de chalandise des deux laveries de mon concurrent, entre guillemets. Mais ça, je ne pouvais pas forcément le modifier, donc c'est celle qui s'approche le plus. Et en fait, la zone SMS est calquée sur la zone de flyers. Euh, et en fait, elle m'a envoyé un message test, donc j'ai dû lui donner le contenu du message. Donc j'ai marqué ouverture laverie avec le nom, et j'ai mis un lien puisqu'ils m'ont expliqué que le fait de mettre un lien, c'était beaucoup plus pertinent parce qu'ils allaient permettre d'avoir un retour sur le nombre de personnes qui ont cliqué sur le lien. Du coup, on a mis un lien tout simplement Google avec l'adresse. Et après, elle n'a pas pu m'expliquer en détail comment est-ce qu'elle avait acquis les numéros de téléphone de cette zone. Mais en tout cas, apparemment, c'est une technique qui marche plutôt bien. Elle m'a donné les statistiques, alors je les ai pas, je pourrais regarder. Je, mais je pourrais regarder pour une prochaine fois. Mais ou te les communiquer pour que tu puisses les mettre. Mais les Mhm. statistiques sont assez intéressantes. Il y a un très bon taux d'ouverture au niveau des messages et en général, les personnes se rendent sur place. D'autant plus qu'on fait une campagne promotionnelle où c'est un lavage offert. C'est même Ok. pas une remise. Donc, du coup, je pense que ça va attirer pas mal de monde. Ok. Bah écoute, trop bien, tu vois. Je connaissais pas du tout le système. Alors moi je le connaissais on va dire plutôt partie banque où le commerçant enregistre les numéros de téléphone de ses clients, en fait, quand ils viennent en Oui. caisse, et derrière, tu as des campagnes, bah, voilà, quand il fait des promos. Mais par contre, sur l'envoi comme ça de SMS à des personnes que tu connais pas, je trouve que c'est plutôt sympa dans le sens où, bah voilà, si tu envoies le lien, la personne va cliquer, et derrière, ça peut quand même permettre, vu que là, tu es en local, enfin, c'est même très très ciblé parce que tu dois être quoi? Tu dois être à 500 mètres ou 1 kilomètre autour de la laverie, ouais, c'est ça? Ouais, c'est maximum 500 mètres en fait. Ok. Et je connaissais pas du tout, j'ai demandé à ChatGPT bah, forcément comment faire connaître une laverie. Il m'a donné Mhm. tout un tas de réponses et j'ai trouvé ça pertinent. Donc on l'a mis en place. Et pareil, sur Google, il y a la possibilité de faire 400 euros de pub. Et en fait, il rétribue 400 euros en fait. Ok. Donc quand on ouvre une page établissement sur Google Maps, voilà, j'ai eu de la pub. Donc là, j'ai lancé 10 euros de pub par jour pour être connu dès lors que les personnes tapent laverie en fait. Ok. Ah bah trop bien. Trop trop bien. Bon bah cool pour clôturer cette partie laverie. Et maintenant, j'aimerais qu'on parle un petit peu du Club Invest. Et ça fait sens du coup avec une de tes valeurs.
Tu parlais de partage. Donc là, en l'occurrence, de partage de connaissances, partage de réseau. Est-ce que tu peux expliquer qu'est-ce que c'est en fait le Club Invest? Qu'est-ce que c'est quoi le principe et pourquoi et comment tu l'as créé quoi? En 2019, du coup, quand j'ai commencé un petit peu à me former à l'immobilier et à Mhm. rencontrer des gens, forcément j'étais un peu plus jeune et je connaissais personne. Euh, donc j'ai commencé à rencontrer une personne, je l'ai invité à boire un verre. Et puis après, j'ai mis des publications sur Instagram pour proposer Ouais. des soirées en fait, pour échanger avec des personnes qui font l'immobilier. Donc au début, on était 2, 3, 4, 5, 6, 10, 20, 30. Et donc je me suis dit, il y a quelque chose à faire, c'est sympa, mais faire ça tout le temps, on va peut-être faire ça différemment. Donc en 2022, j'ai décidé donc de créer le club Invest Immobilier avec des personnes qui font de l'immobilier. Alors pareil, ça peut être intéressant pour les personnes qui sont seules dans leur secteur de chercher sur Facebook les groupes YouTube, les groupes Facebook, voir s'il y a des personnes qui sont autour. Et dans la barre de recherche, taper le nom de votre ville, puis échanger. C'est un petit peu comme ça que j'ai fait aussi au début. Et donc de fil en aiguille, j'ai rencontré des gens. Ces personnes-là m'ont fait rencontrer d'autres personnes. Et donc j'ai décidé de créer ce club en fait pour pouvoir échanger, mais avec aussi un intérêt, c'est de faire venir des professionnels de l'immobilier autour de l'immobilier. C'est assez vaste. Donc on a eu la présence d'un banquier professionnel, d'une notaire pour la partie succession, d'un avocat que l'on connaît tous ici, euh, et puis d'autres personnes dans le domaine, des experts comptables, des architectes, des décoratrices d'intérieur. En fait, l'idée c'était de faire une réunion tous les 2 mois, un Ouais. soir, et de faire intervenir sur une des réunions. En général, c'est une réunion sur deux, un intervenant professionnel qui viennent et qui prennent le contrôle de la réunion et qui explique un petit peu son domaine, son activité. Donc ça fait maintenant 4 ans, c'est la quatrième édition euh, du Club Invest et on est 25 membres et on se réunit Ok. voilà, une fois tous les 2 mois. Alors il y en a qui sont partis, il y a de nouveaux qui viennent. Et en fait, voilà, l'idée c'est d'échanger sur des projets communs. Donc une ville commune, on a tous la même ville de prédilection, alors certains ont des secteurs un petit peu plus larges, on n'a pas tous la même stratégie, donc au final on ne se marche pas du tout dessus. Et c'est l'idée en fait, c'est d'échanger dans la bienveillance et de partager des conseils, de sortir certains de situations compliquées, un bien qui ne se vend pas, pourquoi est-ce qu'il ne se vend pas, parce que certains connaissent bien la zone, donc vont pouvoir donner des solutions, et puis même de faire le point sur les opérations. En général, il y a une rubrique qui est assez intéressante, c'est les derniers achats. Donc c'est un petit quart d'heure où chacun présente sa dernière opération, que ce soit une opération d'achat-revente, de location ou une revente tout simplement. Et ça c'est super intéressant puisque du coup on apprend les chiffres des uns et des autres, le secteur et tout un tas de données. Donc après il y a plusieurs rubriques. Mais voilà, l'idée c'était d'échanger avec des personnes du secteur et de transmettre des connaissances et que tout le monde puisse se tirer vers le haut pour accomplir et réussir des investissements. Eh ben, écoute, trop bien. J'ai deux questions du coup. C'est de une, comment tu choisis les thèmes chaque fois de tes interventions, et de deux, comment tu fais venir des intervenants. Comment tu négocies avec eux, comment tu les contactes. Je suis curieux de savoir. Alors, pour les thèmes, c'est assez simple, entre guillemets. C'est qu'il y a souvent la politique. Là, récemment, il y avait le thème sur la loi de finances. Donc, forcément, c'est un sujet qui touche l'immobilier. Donc, on va faire une réunion là-dessus, Ok. sur les nouveaux projets. Qu'est-ce qui va changer dans notre quotidien? Ou alors, si rien ne change, tant mieux. Il y avait aussi ma prime rénov. Donc, malheureusement, cette année, on a fait une intervention sur ma prime rénov, mais elle a été arrêtée. Je crois qu'elle a été arrêtée un petit peu avant qu'on fasse la réunion. Donc, dommage. Mais les thèmes, c'est voilà, tous les thèmes qui gravitent autour de l'immobilier. Et puis certains me font part de thèmes qu'ils souhaiteraient aborder. Moi, j'ai une petite mésaventure là, donc j'ai dû contacter un huissier. Et donc Ok. forcément, je me suis dit, je vais faire intervenir un huissier sur la prochaine réunion du club qui aura lieu en novembre. Là. Et après, comment les trouver? C'est le bouche à oreille, discuter, échanger. J'ai démarché une seule fois une personne. J'ai tapé
J'ai tapé sur internet décoratrice et je suis tombé sur une femme, j'ai bu un verre avec elle, ça s'est pas très très bien passé. En fait, Ok, on s'attendait à ce que je la rémunère et puis en fait, ça l'a pas plu le fait de travailler en fait en amont puisqu'il fallait qu'elle forcément prévoie sa réunion. Donc j'ai trouvé une autre personne qui au final est devenue membre du club. Elle a fait la réunion, elle a vraiment aimé. Et du coup, elle est devenue membre et ça fait maintenant un peu plus de 2 ans qu'elle est membre. Et voilà, elle permet du coup forcément pendant les réunions de nous donner son œil aiguisé sur toute la partie décoration. Et ça, c'est un vrai trop bien. plus parce qu'on sait que les projets, c'est hyper intéressant d'avoir une décoration soignée. Et donc elle apporte toujours sa pierre à l'édifice en donnant des conseils et des améliorations pour les biens de chacun. Ok, trop cool. Donc ouais, les intervenants, en fait, l'idée c'est de faire gagnant-gagnant dans le sens où eux, de leur côté, voilà, ils prévoient une petite intervention. Mais voilà, potentiellement, bah, je sais pas, si c'est par exemple un avocat fiscaliste, derrière, ça peut lui ramener bah, des clients. Les membres du club qui veulent créer une société, bah voilà, l'avocat l'a fait. Donc en fait, moi je trouve que c'est le bon deal. Voilà, c'est un échange de procédés. Toi, de ton côté, tu donnes et de l'autre côté, tu peux recevoir. Donc c'est C'est ça, ça a vraiment toujours bien cool. fonctionné et puis même les intervenants ont toujours eu de très très bons retours. Et j'ai aucun intervenant qui n'a jamais été contacté. Ça a toujours très bien fonctionné dans les deux sens. Les membres étaient contents de l'intervention et l'intervenant était très content des membres puisqu'il y a eu des questions pertinentes et c'est toujours intéressant d'échanger et de partager sa passion en fait. Mm, c'est ça, trop cool. Et j'ai une question du coup. J'aimerais savoir qu'est-ce que tu retires personnellement du fait d'animer ce club. Et je veux voir où tu vas partir et j'aurais peut-être une question complémentaire, tu vois. En fait, je trouve ça bien de tirer les gens vers le haut et en fait que les gens se tirent eux-mêmes vers le haut. Je trouve ça super. Qu'ils prennent conscience qu'en fait on n'a rien sans rien. Et il y en a, bah, par exemple, tu m'as fait rencontrer Louis. Mm, Louis, je l'ai rencontré parce que le club, c'est pas forcément un club ouvert. En fait, je préfère rencontrer les personnes avant, discuter, échanger, boire un café, voir quelles sont les attentes de leur côté au niveau de ce club. Et Louis, il me semblait un petit peu perdu. Il avait fait une acquisition il y a 5 ans et depuis, il n'avait pas réitéré. Et je me disais, c'est dommage. Pour moi, chaque année qui passe, c'est 500, sans investissement, c'est 500 euros par mois, perdu minimum en fait, de manque à gagner. N'importe quel crédit, c'est grosso modo 500 euros par mois. Donc on a pas mal échangé. Et je lui ai dit, Louis, fin de l'année, en fait, faut acheter quelque chose. Quoi. Si tu rentres dans le club, tu peux pas rentrer et pas acheter. Et il a rencontré des personnes qui faisaient, qui achetaient. Et du coup, bah là, il a signé un immeuble, 3 ou 4 logements, si je dis pas de bêtises. Donc là, c'est bon. Il encaisse des loyers. L'immeuble était déjà loué. Et moi, c'est ça en fait qui me fait kiffer, c'est de voir des gens qui réussissent. J'ai aussi l'exemple de Max et Dorine dans le club, je les prends très souvent en exemple, mais ils travaillent tous les deux, ils ont chacun un métier, et, ils sont en couple. mm. Ils font donc 35 heures par semaine, hein, comme tout le monde, mais en fait, ils sont pompiers. Et un jour, je les ai invités à la maison et je leur ai dit vous faites combien d'heures à peu près avec les pompiers par mois? Et je leur dis vous faites quoi 35 heures en plus par mois avec les pompiers? Ils me disent ah non, non. Je dis c'est-à-dire bon, en fait, ils font autant d'heures avec les pompiers qu'avec leur job salarié. Et donc, à côté de ça, ils font de l'IMO aussi. Et je leur dis, Comme mais quoi. vous dormez pas la nuit. Et en fait, ils dorment pas la nuit. Là, ils ont eu un enfant. Et en fait, c'est toujours pareil. En fait, ils bossent. Et là, ils ont acheté 3-4 appartements là, sur cette dernière année, si je dis pas de bêtises. Et en fait, ils s'arrêtent jamais. Et je trouve ça incroyable de partager des moments avec des gens qui en veulent en fait et qui se contentent pas de ce qu'ils ont, qui veulent toujours aller de l'avant et qui veulent produire des biens de qualité puisque je consacre pas mal de temps à voir la rénovation des membres du club. On essaye de faire une réunion sur un chantier et de voir que les gens évoluent. Je trouve ça génial et se tirent les uns vers le haut. Je trouve ça incroyable. Trop bien, ouais. Et puis, tu vois tout le monde évoluer, donc toi derrière, ça peut te motiver, ça motive d'autres personnes. Et puis, j'aimerais compléter, on va dire aussi, ce type de club, ça peut être, voilà, d'après même juste des soirées IMO ou des masterminds, ça peut te permettre aussi de trouver des associés, hein. Moi, je parle de mon cas, mais toi aussi,
ton associé de la vie, c'est un des membres du club, c'est ça, hein? Alors, c'est effectivement, il est devenu membre du club. Après, je le connais Ouais. depuis de très longue date, Ok. mais il faisait pas du tout d'immobilier. Bah, il a un peu plus de 50 ans, 55 ans. Hmm. Et il faisait pas du tout d'immobilier. C'était un entrepreneur dans l'âme, mais pas du tout dans l'immobilier. Et je lui ai dit, viens dans le club, il faut que tu te mettes à l'immobilier. Il a eu le déclic, il a dit, allez, feu. Et maintenant, c'est parti, quoi. Là, il est sur, je ne sais pas combien de projets. Et il dort pas la nuit. En fait, c'est que des personnes comme ça, que des personnes passionnées, parce que s'il n'y a pas la passion, c'est pas possible de travailler autant. Hmm. Et oui, comme toi, ton associé, tu l'as rencontré grâce à ça. Bah, c'est ça, ouais. Ça peut te permettre déjà de rencontrer des amis, enfin au-delà même des associés, hein, déjà dans un premier temps des amis. Parce que des fois, on le dit pas souvent, mais on a tendance quand même dans l'investissement à se sentir un peu seul parce que la famille ou les amis d'enfance sont pas forcément câblés immobilier. Et du coup, voilà, tu les vois, mais t'as pas forcément envie de parler de ça, de les faire chier. Euh, donc ça peut permettre quand même de se sentir moins seul. Et puis derrière, bah voilà, si en plus de trouver des copains, tu arrives à trouver des associés pour faire des OP, c'est le jackpot, la cerise sur le gâteau, quoi. C'est ça exactement. Et c'est hyper important. Aujourd'hui, je pense que les amis ont remplacé petit à petit les personnes avec qui on travaille au quotidien. Nous, on s'est rencontrés Hmm. justement grâce à un événement. C'est ça. Et aujourd'hui, on échange pas mal, on passe du temps à s'envoyer des recommandations, à discuter sur différents sujets. Et c'est C'est hyper ça. intéressant. C'est ça. Et du coup, pour terminer sur le club, du coup, est-ce que tu fais encore rentrer du monde? Est-ce que les gens peuvent te contacter s'ils sont sur le secteur de Clermont? Enfin, Effectivement, je fais encore rentrer des personnes, puisqu'il y a des personnes qui partent, il y a des personnes qui rentrent. Je demande en général un petit créneau, histoire qu'on puisse se rencontrer, échanger ensemble, voir quelles sont les attentes. Euh, Là, la dernière réunion qui était au mois de septembre, on a fait une initiation golf qui était du coup ouverte à tous. Et du coup, il y a deux personnes qui sont venues. Il y a plusieurs personnes qui sont venues, mais il y a deux personnes qui sont venues qui souhaitent partir sur le, sur le club l'année prochaine. Donc c'est plutôt intéressant. ok. Pas Et hésiter à me ouais, contacter. voilà, pas hésiter à contacter Sacha. Et puis je précise aussi, donc il y a une adhésion en fait qui permet toi, de pouvoir derrière payer les salles dans lesquelles tu fais venir les intervenants ou les interventions. C'est ça Voilà. exactement. La cotisation, c'est 360 euros par an. Il y a Mm. 6 réunions, donc ça fait 60 euros la réunion. Le retour sur investissement, il est très élevé. Voilà, trop bien. Et maintenant, on va parler du dernier sujet, le mindset d'Auvergnat. Parce que moi, je te connais comme quelqu'un de très économe, comme quelqu'un de minimaliste. Qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus? Effectivement, quand j'étais plus jeune, j'étais très dépensier. En fait, dès que j'avais de l'argent à Noël, mon anniversaire, une semaine après, il n'y en avait plus. Et quand j'ai commencé voilà, à me renseigner un petit peu sur Internet, à faire un petit peu d'argent, je me suis rendu compte et surtout à travailler, que c'était très très compliqué. Donc j'ai compris rapidement la valeur de l'argent. Mes parents ne sont pas forcément des gens très dépensiers non plus. Et forcément, quand je travaillais, quand j'allais en cours, et que le soir, j'allais au travail, le week-end, j'allais au travail. En général, je travaillais le vendredi soir, samedi midi, samedi soir, dimanche midi, dimanche soir. Hmm. Tout ce que je gagnais, j'avais pas forcément envie de le dépenser. Donc aujourd'hui, les choses dans lesquelles je dépense, c'est les voyages. Parce que pour moi, le retour sur investissement, il est énorme et je suis capable de dépenser sans vraiment regarder. Et dans tout le reste au quotidien, je vis vraiment avec le strict minimum. J'ai pas forcément besoin de grand chose. Et ça me permet en fait de faire des apports dans des projets. Et c'est surtout ce qui me fait plaisir en fait. Je trouve aucun intérêt à dépenser de l'argent dans des futilités. Je préfère dépenser de l'argent en voyage, notamment en Asie. Quand je vois le coût de la vie, je me dis que chaque euro dépensé en France est beaucoup, beaucoup trop élevé et qui serait beaucoup mieux investi dans un voyage en Asie ou autre. Donc c'est pour ça, je pense qu'on s'entend bien aussi là-dessus. C'est qu'on a pris conscience qu'un euro, c'est un soldat parmi nous C'est et qu'il ça. faut en avoir le plus possible pour pouvoir enchaîner des projets et faire ce qui nous rend heureux. C'est ça. Et puis, ce que je savais pas, c'est moi, du coup, j'étais pareil, mais on n'en avait pas parlé avant. Par contre, moi, à l'époque, j'étais vraiment comme toi, quoi. Dès que j'avais des sous à Noël ou aux anniversaires,
j'ai acheté directement n'importe quoi, tu sais, des vêtements, des trucs, machin. Et c'est à partir du moment où j'ai commencé à travailler, où en plus, moi, j'étais livreur de pizza. Je crois qu'à l'époque, j'étais mineur, donc j'avais pas un salaire, tu vois, d'adulte. Je crois que j'étais payé, c'était 5 ou 6 euros de l'heure. Donc en plus, tu vois, tu te dis, tu te tapes 5 heures sur la brelle le soir quand il fait -10. Ouais, t'es T'inquiète pas que trempé, derrière, voilà, la valeur argent, tu la prends vite. Tu la prends vite. exactement. Mm. Mais c'est vrai, et puis tu compléteras si besoin, mais je pense que on va dire ce mode de vie, à mon sens, il permet d'investir plus vite, parce que voilà, ça te permet déjà d'avoir de l'épargne de dispo, donc derrière de mettre des apports pour du locatif, pour du marchand de biens, pour des projets entrepreneuriaux, comme toi la laverie. Et puis derrière, ça permet aussi d'investir sur de l'épargne, et on y viendra après, mais notamment par exemple de la bourse, de la crypto, euh, ou d'autres euh, ou d'autres supports, hein, ou d'autres supports. Exactement. Moi, je pense qu'il y a toujours 50 euros investis sur les marchés ou en crypto. C'est toujours plus intéressant d'aller se faire un resto. Donc, ça fera un resto de moins tous les mois et ça fera 50 euros de plus en crypto. C'est ça. Et justement, est-ce que tu as d'autres astuces comme ça enfin des astuces ou des habitudes pour pouvoir épargner Ouais, comme ça? j'en ai. Par exemple, quand j'ai envie de quelque chose, je le note. Je l'achète pas tout de suite. Ok. Et si plusieurs semaines après, j'ai toujours envie, bah, je l'achète. Et si j'ai plus envie, l'argent que je voulais y consacrer, je l'investis. Même si en général, j'investis 90% de mon salaire, de revenus. J'essaie d'en faire le maximum. Et voilà. Ah non, mais et puis franchement, il y a des moments où ça m'a fait rire et je me disais mais comment il fait? Je me souviens des opérations en locatif ou ouais, notamment en locatif où tu avais des apports. Tu me disais j'ai 2 mois pour trouver je sais pas 5 000 euros. Je disais mais comment tu vas faire? Et en fait ah t'inquiète je trouverai. Il C'est y a toujours toujours une arrivé. solution. Il y a toujours une solution. Mais même des fois, aujourd'hui, je me pose la question, mais je sais qu'il y a toujours une solution pour y arriver. Et je pense que j'aime beaucoup travailler sous pression. Et que si j'ai pas d'échéance à court terme, pour moi, c'est assez compliqué. Et donc, le fait de toujours devoir courir et trouver la solution, c'est ce qui me fait plaisir, en fait. Trop bien. Oui, parce que on va dire, ce mode de vie, en fait, tu le vis pas non plus comme une contrainte ou c'est vraiment, en fait, tu adores ton style de vie, quoi. Ouais, complètement. Et puis, aujourd'hui, pas forcément dépenser, c'est pas une contrainte, comme tu dis. Ça me Hmm. dérange pas. Je me contrains pas forcément. Alors oui, des fois, effectivement, j'ai des envies. Ça peut être pénible aussi pour ma femme, mais c'est pas problématique. Ok. Et, euh, et sinon, j'aimerais savoir comment, on va dire, je suis stagiaire, comment s'articule, on va dire, une semaine avec toi, une semaine type, en sachant que voilà, t'as un job, euh, t'as des chantiers à gérer, là, t'avais la laverie, là, t'as un nouveau chantier. Comment tu t'organises en fait? Qu'est-ce que tu fais En tous les fait, jours? c'est très différent. Il n'y a jamais une journée qui se ressemble, jamais une semaine qui se Hmm. ressemble. J'aimerais bien, des fois, être organisé. Mais disons qu'il y a des priorités et il y a des problématiques qui interviennent. Voilà, par exemple, j'ai eu une problématique ce week-end sur la laverie. Je devais pas être là, au final j'étais là pour ouvrir et fermer. Donc déjà, forcément, si j'avais prévu de partir, je pars pas. Et je dirais que la priorité, c'est ma valeur ajoutée. Donc dans quoi j'ai une valeur ajoutée? Je pense très clairement que c'est les visites. Donc en fait, si je vois un bien sur le Bon Coin ou autre qu'on m'appelle, la priorité, ça va être de le visiter. Tout ce que je fais, j'abandonne et je vais d'abord faire une visite. Ok, Pareil, je réponds au téléphone parce que bien souvent, on peut m'appeler pour me proposer une opération ou alors tout simplement pour discuter d'un projet qu'une personne a vu. Et c'est pas trop. Ça, c'est vraiment ça ma valeur ajoutée. Et après, j'articule tout ça autour du travail, des chantiers. Et je me couche du coup tard et je me lève tôt. Ça commence un petit peu à tirer, mais les vacances sont proches et ça va être cool. Mais malgré les grosses journées, ça fait plaisir. On avance quand même. Et chaque journée, c'est une journée de plus où on a fait quelque chose. Et j'ai pas d'organisation précise.
Oui, c'est plus, en fait, tout s'articule autour de ton job et derrière, tu gères on va dire, la priorité du moment. Avant, c'était la laverie. Là, tout de suite, t'as un chantier à gérer, donc Ouais, t'es dessus en travaux. Et puis aussi, on en a déjà discuté, mais t'as trouvé un job aussi qui te permet de pouvoir discuter une bonne partie de la journée, enfin, ouais, notamment au téléphone. ouais. Donc c'est plutôt sympa. Et comment tu fais le lien justement? Parce que là, tout de suite, tu as un job salarié. Qu'est-ce que tu te dis, justement? Qu'est-ce que tu fais pour, entre guillemets, te motiver, te booster tous les matins ou tous les soirs, enfin les après-midi pour justement aller bosser? Parce que je suppose que c'est pas non plus un job passion ou. Non, c'est pas du tout un job passion, mais je le fais pas avec une contrainte. Je me dis qu'au contraire, c'est des sous qui rentrent tous les mois et ces Mhm. sous, je sais comment les mettre à profit. Et je vois pas ça comme gagner de l'argent pour payer mes factures. Je vois ça plutôt comme gagner de l'argent pour investir davantage et faire d'autres projets. Euh, et au final, c'est une contrainte sur l'aspect temporel parce que j'ai 8 à quasiment 9 heures de moins par jour. Euh, mais au contraire, je me dis que dans ce laps de temps, j'ai du temps disponible pour passer des coups de fil, euh, répondre à des mails, regarder le bon coin, répondre à des clients LCD, tout un tas de choses. Donc je me dis que je suis payé 8 heures et que sur les 8 heures, je peux en passer 4 Pour à toi. passer des coups de fil comme quand j'étais dans le train en fait. Mais sauf que quand j'étais dans le train, c'était 8 heures et sur les 8 heures, je pouvais passer 8 heures à passer des coups de fil. Ça, on n'en parlera pas. Mais ok, bah écoute, merci pour ton avis là-dessus. Et pour terminer, là, les deux, trois dernières questions. Est-ce que tu as d'autres passions que l'immobilier? Tu as déjà commencé à parler du voyage, donc est-ce que tu veux partir là-dessus? Et est-ce que tu en as d'autres aussi Moi, on peut parler des voyages. J'ai toujours eu la chance de pouvoir partir en vacances avec mes parents. Euh, Mes parents m'ont fait découvrir pas mal de pays. Donc j'ai tout de suite eu envie de continuer là-dessus, en fait. Ok, Et je le dis toujours, mais en fait, toute notre génération n'aura pas la même chance que nos parents. C'est-à-dire qu'en fait, si nous, on ne travaille pas 2 fois plus que nos parents, on n'aura pas le même train de vie. Et c'est une certitude. Malheureusement, donc on n'a pas d'autre choix que de travailler intelligemment, certes, mais 2 à 3 fois plus qu'eux, pour essayer d'avoir au moins le même niveau de vie, même si nous, on n'avait pas un niveau de vie non plus de roi. Mais j'ai commencé à voyager après tout seul en 2019. Une ok, fois que j'ai fait mes études, j'ai voulu tester, juste avant la pandémie. Je suis parti en Chine. Je suis parti en ok, Chine 10 jours. J'avais 18 ou 19 ans. Je suis parti en Chine 10 jours et j'ai toujours eu cette envie de liberté. Donc, je suis parti en Chine, j'ai découvert. Et pendant 10 jours, j'ai appris beaucoup de choses sur moi-même, que j'étais capable de partir à 5 à 10 000 kilomètres de là tout seul. Et d'autant plus qu'en Chine, c'est compliqué, il n'y a pas les réseaux sociaux. Si ton téléphone n'est pas avec leur alphabet, tu risques pas d'arriver au bon endroit. Parce qu'en fait, ok. les taxis ne fonctionnent qu'avec leur alphabet. Donc en fait, il faut que ce soit directement avec leur alphabet. Donc quand je suis arrivé, j'ai pris un Airbnb. Le mec m'a dit c'est là. Et en fait, j'ai passé 2 heures à chercher. Et là, t'es tout seul en fait. Et personne va venir t'aider. Personne va te dire c'est ici. Et après, je suis parti, j'ai fait d'autres voyages. Et, en 2019, j'ai beaucoup voyagé. Et je trouve que ça apprend beaucoup de choses. Et, je suis un très grand fan de l'Asie. Le coût de la vie est exceptionnel. Les gens sont super sympas, très souriants. Ils ont le sens du service. Ils sont toujours prêts à rendre service avec le sourire. Et ça, c'est quand même quelque chose qui est exceptionnel. Trop bien. Et puis c'est vrai qu'au niveau du voyage, ça te permet de voir d'autres cultures et puis des fois on va dire de remettre l'église au milieu du village parce que ça te fait réaliser qu'on a quand même de la chance dans notre pays, tu vois, d'avoir pas mal de choses, hein. Pas Exactement. mal d'infrastructures et autres. Ok. Bon, bah écoute, et si, j'aimerais qu'on vienne sur une autre passion, qui est la lecture. Parce que tu lis énormément, et puis tu parleras aussi de tes temps morts. Enfin, est-ce que tu veux parler un petit peu de. Ouais, la lecture, pareil, à l'école, j'étais pas du tout lecture. Mais déjà j'étais pas du tout scolaire. Une chose est sûre, c'est que j'aimais pas aller à l'école. Les cours d'histoire géo, ça me saoulait.
tous les cours me saoulaient. Et aujourd'hui, j'adore lire des livres de plus en plus là, sur la géographie, l'histoire. Mais sinon, au-delà de ça, j'ai commencé à lire des livres en 2019, forcément, pour me former. J'ai commencé à lire des livres sur l'immobilier, sur plein d'autres domaines, le développement personnel, etc. Et aujourd'hui, je lis à peu près, j'essaie de lire 3 à 4 livres par mois, ça fait un livre par semaine. Ok. Comment est-ce que je fais? Tout simplement, je passe moins de temps sur les réseaux sociaux, déjà. Et en fait, j'ai toujours un livre sur moi. C'est la solution, puisqu'on passe notre temps à attendre, que ce soit, je sais pas, chez le médecin, je sais pas, dans une file d'attente pour un rendez-vous à la banque, chez le notaire, etc. Donc Quand, j'utilise ce quand temps tu à tombes en profit. panne, quand tu tombes en panne en voiture, Quand tu tombes en panne en voiture, c'est le cas il y a 3 jours, là, en camion. c'est ça? J'ai passé 1 heure à lire, j'ai été content. Alors que mon chef, il m'a dit, oh, ça a été une journée difficile pour toi. Je lui ai dit, ah oui, oui, terrible. Alors qu'en fait, j'ai passé une journée, 1 heure à lire. J'étais très content. Mais oui, la lecture, c'est pas mal, ça permet de s'évader, ça permet d'apprendre beaucoup de choses. Alors aujourd'hui, il y a aussi les podcasts qui permettent d'apprendre plein de choses, mais Hmm. les livres, j'ai un livre que j'adore et que j'ai lu. Je crois que tu ne l'as pas encore lu. C'est quoi? C'est le livre La Grève. Ah non, pas encore. Il est très très long, donc Ouais, faut pouvoir se effectivement. poser. Il est très très long et il y a 5 ans, 6 ans, mon cousin m'a dit lis La Grève, lis La Grève. Et j'ai dit ouais, ouais, ok. Parce que mon cousin lit énormément. Et voilà, je pense que je suis un petit joueur à côté de lui. Et après, Tony a fait un podcast, a parlé de la grève. Et j'ai dit, bon, Hmm. va falloir que je lise la grève. Ça fait 2 personnes qui me le recommandent. Donc je me suis mis à le lire. Et je l'ai recommandé à des gens dans le club parce qu'il y a une rubrique média lecture pour que les personnes puissent s'informer entre 2 réunions, voir des sujets. Et voilà, j'adore la lecture. Je trouve ça génial. Ça permet d'apprendre plein de choses. Même il y a des livres, les arènes BD, qui permettent d'apprendre. Il y avait Il était une fois l'histoire de l'argent, qui est pas mal, qui explique un petit peu comment la monnaie est née. Euh, Puis après, il y a sur la géographie. Les arènes BD, c'est vraiment très intéressant. Ok, C'est une BD et imagée, et avec pas mal d'informations. Donc voilà, c'est vraiment une passion, j'adore ça, comme toi, hein. Tu passes pas mal de temps à lire aussi. trop bien. Donc pas mal de sujets. Et puis du coup, avant-dernière question, est-ce que, on le sait, mais tu investis dans quoi en dehors de l'immobilier? J'ai investi du coup en bourse et en Ouais, crypto-monnaie. La première fois que j'ai acheté de la crypto-monnaie, c'était en 2017. Donc j'ai découvert ça en 2017. J'ai pas forcément beaucoup investi, je me suis pas forcément beaucoup renseigné. En fait, je me suis dit, je vais mettre de l'argent et on verra ce que ça donne. Et ok, j'ai pas peur des fois de mettre de l'argent et de me dire, peut-être que ce sera perdu, mais au pire, au mieux plutôt, ça sera gagné. Et je me suis vraiment intéressé à ça maintenant il y a peut-être 3 ans, 3 4 ans, la ok. crypto-monnaie. Et sinon, voilà, investissement en bourse. Bourse, c'est quoi? C'est principalement ETF ou des actions spécifiques? Et ben, j'ai commencé en 2019 et j'ai acheté que des actions. Et j'ai acheté des Ok, actions du CAC 40, LVMH et plein d'autres. Et là, aujourd'hui, elles ont toutes fait x2, voire x3 pour certaines. Donc, je les ai revendues. ok. Et je suis passé sauf LVMH, je l'ai gardé. J'aimerais bien participer à une AG. C'est vraiment mon rêve. Et du coup, je les ai toutes revendues pour passer sur des ETF. Ok. Et, euh, et que ce soit de toute façon la bourse ou la crypto, tu fais ça mensuellement, tous les Ouais, trimestres, tous les 6 mois, ouais, mensuellement, ouais. mensuellement. Ouais. Ok. Bon bah écoute, trop bien. Et dernière question pour clôturer le podcast. Pour toi, réussir sa vie, c'est quoi ta vision actuelle? C'est faire ce qui nous plaît et pas forcément avoir de contraintes. Vraiment, c'est être heureux, épanoui et faire ce qu'on aime. Ok, trop bien. Bon bah écoute, je te remercie pour ton partage, Sacha. C'est trop Merci à toi, cool. Romain.